Pour les salariés, vous êtes, je veux dire, vous êtes au beurre. Vous pouvez prendre un prêt immobilier, adossé à votre salaire. Ouais. Je l'ai fait sur ma première mini-cité, puisque j'avais des terrains avec ACD. Donc c'était facile. Donc, en tant que salarié, si vous avez un terrain avec ACD, vous pouvez solliciter votre banque, prendre un prêt, construire ne serait-ce que 2 maisons. Puis bon, ou soit vous vendez un. Le 1 vendu, ça peut rembourser le prêt. Ou bien vous mettez en location. De sorte que lui qui est à côté, qui est en location, il paye votre loyer chaque mois. J'ai fait une émission où je disais aux salariés, vous pouvez payer 0 francs de loyer. Et c'est possible, je l'ai démontré. C'est simple à démontrer. 0 francs de loyer en tant que salarié. Si je le savais, moi, depuis 5-6 ans de travail, j'allais payer 0 francs de loyer. Avec votre permission, on peut développer ça rapidement. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. Bienvenue dans le Carré d'As Immobilier, votre rendez-vous incontournable pour tout comprendre sur l'immobilier. Que vous soyez un investisseur débutant, un professionnel chevronné ou simplement curieux, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode, nous recevons des experts dans le domaine de l'immobilier, des agents, des promoteurs, des investisseurs, des experts et bien d'autres encore. Ensemble, nous explorons les dernières tendances du marché, les stratégies à avoir et les réglementations à connaître. Notre mission vous fournit les clés concrètes et aspirantes pour réussir avec succès dans l'univers passionnant de l'immobilier. Bonjour chers investisseurs, chers passionnés de l'immobilier, c'est avec un cœur à la danse que nous vous retrouvons aujourd'hui pour le 5e épisode du Carré d'As Immobilier sur le thème « Comment réussir son projet de mini-cité ?» Et comme toujours, je suis en compagnie de Isaac Wayoro, avec qui nous allons échanger en présence de l'expert. Bonjour Isaac, j'espère que tu vas bien. Bonjour Marie-Jo, je vais bien, merci et toi? Ça va, merci. Aujourd'hui, on reçoit M. René Kessé. M. René Kessé qui est également de la maison. Et je pense que ce thème-là, on n'aurait pas choisi une autre personne pour échanger là-dessus. Effectivement, c'est avec un réel plaisir que nous recevons aujourd'hui un homme qui a, disons, plus d'une dizaine d'années dans le domaine de l'immobilier. Exactement. Qui a à son actif plusieurs mini-cités. Exactement. Qui est aussi l'initiateur des dîners de l'immobilier. Et il porte le nom de Monsieur René Kessé. Bonjour Monsieur René Kessé. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Oui, merci. Il est bien vrai qu'on a donné un tant soit peu l'introduction, mais on va laisser M. Kessé aussi se présenter, vous dire aux internautes qui est M. Kessé et qu'est-ce qu'il fait vraiment comme activité. Ok, merci bien Isaac. Bonjour chers investisseurs immobiliers. Comme il a dit, moi c'est René Kessé. Je suis aujourd'hui promoteur, investisseur immobilier. Sinon, j'ai été salarié pendant près de 20 ans dans une multinationale. Je suis de formation comptable. Ok. Mon dernier poste, j'étais contrôleur financier. Et j'ai démissionné pour pouvoir aujourd'hui embrasser l'investissement immobilier. C'est une transition. Oui, c'est une grande transition. Oui. Mais ceux qui me suivent un peu sur ma chaîne savent que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Parce que pour faire ce grand pas, vous voyez, en tant que financier, vous avez votre sécurité financière, tout ça. Mais il fallait quand même se former. Donc, j'ai dû me former à la première université de la Côte d'Ivoire. J'ai pour habitude de dire que nos diplômes sont signés des mains du ministre. Exactement. Voilà, à l'Institut Edson. C'est ça. Je fais partie de la 5e promotion de juillet 2021. Okay. Voilà, donc après cette formation, j'ai discuté avec mon employeur et nous nous sommes laissés vraiment de très bons amis. Et depuis janvier 2021, je suis investisseur immobilier, promoteur immobilier, conseiller en investissement immobilier. Et à la date d'aujourd'hui, je suis à ma 12e mini-cité au moment où nous faisons cette vidéo. Mais à côté de ça, j'accompagne aussi ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Et ma niche choisie, c'est les mini-cités. Okay. Voilà, puisque je veux dire, je viens de commencer, je ne peux pas me lancer directement pour faire une cité. Parce qu'une cité, ça demande beaucoup de moyens, c'est beaucoup d'unités qu'il faille sortir. Moi, je me suis dit, bon, quand on vient de commencer, mieux vaut commencer par de petites unités. Et le nom qu'on a trouvé sont les mini-cités. Comme son nom l'indique, ce sont des petites cités. Voilà. D'accord, monsieur Kessé, c'est très bien dit. Okay. Mais vous laissez le salariat pour vous mettre dans l'entrepreneuriat.
plus précisément l'immobilier. Je me demande comment la famille, les amis, comment ils ont vu ça? Bon, au niveau de la grande famille, bon, on en Afrique, il y a des choses, tu mûris, tu te lances avant d'informer. C'est ça. Voilà, tu ne peux pas aller dire, par exemple, au vieux ou bien à la vieille, écoute, demain, je vais démissionner le matin. Oui, donc, avec mon dame, on a mûri le projet. Sinon, depuis 2014, on a commencé à acheter nos premiers terrains. 2014, 2015, 2016, on a commencé à avoir les terrains, à avoir les ACD. Et j'ai commencé ma première ministre, c'était en 2018. J'étais encore salarié. D'accord. Voilà, ma première ministre, c'était en janvier 2018. 8 villas duplex, 5 pièces chacune sur 300 mètres carrés. Et j'ai lancé ma deuxième ministre, c'était en 2020. Ah, vous commencez fort, hein? Voilà. Également, 8 villas duplex. Et j'étais toujours salarié. Vous voyez que j'ai démissionné en 2021. C'est ça. Oui, oui. Donc, j'ai eu le temps de tester le produit. Marché. D'abord, de le monter, de le tester. Et toute l'année 2020, j'ai pris une année sabbatique parce que physiquement aussi, ça n'allait pas. Il fallait gérer les deux éléments. Donc, j'ai pris une année sabbatique, me reposer et puis tester je peux dire, en format réel, voilà, grandeur nature, le projet. Et quand j'ai repris en fin décembre 2020, en janvier, je me suis rapproché de mon employeur pour dire, écoutez, bon, d'après quelqu'un d'Owadjou, ça veut dire il est l'heure de partir. Il est l'heure de partir. Donc, à la suite de ça, en tout cas, tout s'est bien passé et j'ai fait le pas. Et aujourd'hui, je ne regrette pas, voilà, parce que quand même, ça va. Non, nous-mêmes, on voit. On peut pas Franchement, ça va. Non, mais dans l'immobilier, je vais dire 2021, aujourd'hui, nous sommes en 2025, ça ne fait pas encore 5 ans. Ouais. Voilà. Mais Dans vous êtes l'immobilier, déjà- moi, j'ai appris que pour faire ton premier bilan, il faut attendre 5 ans. Ok. Voilà, c'est pas, donc, c'est au bout de 5 ans, c'est-à-dire c'est en janvier 2026, j'ai fait mon premier bilan. Mais les calculs sont déjà bons en tout cas. Oui, actuellement, les perspectives sont bonnes, Oui. les calculs sont bons, les Oui. projections sont bonnes plutôt. Bon, on regarde. Voilà. Ok. Ce qui est bien, c'est que dans notre domaine, notre matière première sont les terrains. Ouais. Oui. Donc, il faut avoir une bonne réserve foncière pour les coups durs. Donc, quand même, par la grâce de Dieu, on a quand même une bonne réserve foncière. Voilà. C'est un- D'accord. À partir de combien de villas on parle de minicité? Bon, en termes de minicité, on peut dire à partir de, c'est même pas on peut dire, c'est à partir de 2 villas. Ok. Voilà, à partir de 2 villas, c'est une minicité. Ok. Voilà. Parce que quand on parle de minicité, ne voyez pas seulement Abidjan, même dans votre village, dans votre ville d'origine, si vous voyez qu'il y a une pénurie de logements, vous pouvez lancer 2, 3 villas. C'est une minicité. D'accord. Et on Voilà. a remarqué qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui s'intéressent à ce concept. Oui, parce que le concept, il est réalisable facilement, Ok. en termes de coût, en termes d'unité, mais aussi sur le plan de la législation. Voilà, par exemple, la loi numéro 2019-57-6 du 26 juin 2019 portant code de la construction et de l'habitat, il n'y a pas de contrainte à réaliser une minicité de 2 jusqu'à 10 villas. Ok. Voilà. Donc, pas la loi même. En fait, la loi vous autorise à construire, les conditions sont à l'intérieur. Mais en termes d'autorisation, il n'y a pas de loi qui vous condamne, il n'y a pas de loi qui vous autorise. Voilà. Moi, personnellement, avant de commencer, j'ai cherché, j'ai fouillé dans la loi que je viens de citer pour voir quelles sont les différentes étapes. Parce que je voyais un peu, quand je me promenais un peu dans la ville, je voyais un peu 4 villas, 8 villas. Je dis, mais attends, comment ça se passe? Est-ce que c'est autorisé? Parce que nous, avant, nos parents, on connaissait les cités. Voilà, une cité de 2000 logements, une Voilà. cité de 3000 logements, avec les grands noms qu'on connaît. Mais je me dis, mais attends, mais pourquoi celui-là, il fait 8 villas, il fait 4 villas? Donc, je me suis rapproché du ministère pour voir s'il y avait des lois qui autorisaient. Et j'ai dû poursuivre monsieur le ministre. Monsieur. Oui, j'ai dit, comme je l'ai dit, hein, j'ai dû poursuivre monsieur le ministre, monsieur Koné Nabagné, et jusqu'à l'attraper entre griffes, en fait, lors d'une réunion avec les blogueurs de la Côte d'Ivoire. C'était en mai 2021, je crois, mai 21 ou bien 22, où je lui ai posé directement la question. Monsieur le ministre, moi c'est René Kessé, je suis un jeune Ivoirien, je veux me lancer dans la réalisation des municités, parce qu'aujourd'hui c'est là que mes moyens me permettent. Mais est-ce qu'il y a des lois
qui autorise, est-ce qu'il y a des contraintes sur le plan de la réglementation. Il a été clair, il a dit non, il n'y a pas de loi qui vous autorise, il n'y a pas de loi qui vous condamne. C'est une tolérance du ministère. D'accord. Voilà. Donc, quand on te dit c'est une tolérance, c'est-à-dire que du jour au lendemain, une loi peut venir. Exactement. Oui. Parce que quand on parle de minicité, déjà, vous n'avez pas l'obligation d'avoir l'agrément promoteur et l'agrément programme. Qui fait office de l'agrément programme, c'est ce qui fait pour les particuliers le permis de construire. Et puis l'agrément promoteur, vous n'avez pas l'obligation. Donc, du coup, en tant qu'une personne, je veux dire, vous, monsieur, vous pouvez vous lever aujourd'hui, vous faites votre minicité. Si vous avez un terrain avec ACD, bien sûr, qui porte votre nom, vous faites le permis qui porte votre nom, vous lancez votre minicité sur votre terrain de 300, 400, 500 mètres carrés. Parce qu'il y a cette question aussi qui me revient, il y a certains qui me disent, bon, c'est à partir de combien de mètres carrés on peut faire une minicité? Effectivement. Moi, je me dis, les gens ont peur de ce thème-là. Est-ce que ce n'est pas le nom minicité qui fait reculer? Parce que si aujourd'hui quelqu'un a son terrain, il fait des maisons en bande, 3 ici, 3 ici, c'est aussi une minicité. Voilà, mais quand aujourd'hui on leur dit minicité, c'est du... c'est quoi une cité? C'est 200 logements. Est-ce qu'on ne va pas changer aussi le nom pour faciliter l'entendement à tout un chacun? Bon, sinon, le nom, changer le nom, on va trouver quel nom? Parce que en fait, c'est comme si tu construisais ta maison. Tu construis 2, 3, 4 maisons pour les mettre en location, bien pour les vendre à titre personnel. Seulement qu'on a trouvé le nom minicité qui est différent de cité. Exactement. C'est tout. C'est ça. Sinon, à l'intérieur, c'est une personne physique, lambda, comme vous et moi. On construit une maison, 2 maisons, et on vend ou bien on met en location. Voilà. Sinon, il n'y a pas de... Vraiment, n'ayez pas peur. D'accord. Et quels sont les principaux avantages et défis dans tel projet? Bon, les défis, d'abord, une minicité repose sur le sol. Il faut avoir le terrain. Voilà, le gros défi, c'est ça. Il faut sécuriser le foncier, comme j'aime le dire. Il faut sécuriser ton foncier. Parce que quand tu construis une minicité, que ce soit pour la vente ou bien pour la location, parce qu'une minicité a plusieurs, je veux dire, en termes de débouchés, il y en a plusieurs. Vous pouvez les mettre en location, vous pouvez les vendre, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire aussi des résidences meublées. Mais ça se repose sur la terre. Donc, il faut sécuriser ton foncier. Ça, c'est je veux dire, c'est le nerf, c'est notre matière première. Voilà. Une fois ta matière première est sécurisée, bon, le reste, ça découle, quoi. Quand tu as les terrains avec ACD, ici en Côte d'Ivoire, nous parlons d'ACD, l'arrêté de concession définitive, pour ceux qui nous suivent depuis la diaspora. Ça vous confère la pleine propriété. À partir de là, tu fais ton permis de construire. À partir de là, maintenant, tu fais tes plans, tout et tout. Puis le reste découle. D'accord. Maintenant, dès qu'on a fini l'obtention du terrain, les papiers sont en règle, on rentre maintenant dans la construction. Non. Avant d'aller dans la construction, il y a, en fait, moi, ce que j'enseigne à mes étudiants, il y a plusieurs étapes. Voilà. Avant même de commencer ton projet, il y a toute une étude qu'il faut faire. Quelles sont ces étapes? Voilà. C'est ce que j'appelle le tableau de bord. Parce que tu dois faire un projet. Il faudrait que ce projet soit réaliste, soit réalisable. Et nous sommes investisseurs immobiliers. On ne construit pas pour aller dormir. Aujourd'hui, nous sommes à 12e minicité, plus d'une trentaine d'unités de production. Je veux dire, je ne vais pas dormir dans les 30. Donc, soit on vend, soit on met en location. Mais tout est que c'est destiné à la vente, à la commercialisation. Voilà. Donc, il faut que le projet soit rentable. Donc, les 3 R, d'après quelqu'un, les 3 R de René Kessé, réaliste, il faut que le projet soit réaliste. Premier R. Voilà, le premier R. Il faut que le projet soit réalisable. Deuxième R. Puis il faut que le projet soit rentable. Troisième R. Voilà. Il a raison. Les 3 R. Voilà, donc voici, il faudrait que d'abord respecter les 3 R. Mais pour pouvoir respecter ces 3 R, comme je le disais tantôt, il y a ce que j'appelle le tableau de bord. Tu as acheté ton terrain, ou bien tu vas acheter ton terrain. Dans quel quartier tu comptes acheter ton terrain? D'accord. À Benjerville, à Songon, à Boaké, à Korogo, à Man. Une fois que tu as la ville, tu as le quartier, tu te renseignes. Donc, en fait, cette première étape consiste à recueillir des informations fiables pour bâtir ton tableau de bord. Parce que ton tableau de bord doit contenir des informations fiables à la fin de sortir le taux de rentabilité. Voilà, le taux de rentabilité, c'est ce que tu gagnes en termes d'argent à la fin du projet. Donc, le terrain d'abord. Dans quelle ville? Donnez un exemple. Dans quelle ville on veut faire notre minicité? On va prendre un exemple. Boaké? On va faire une minicité à Boaké. Quartier?
Je ne connais pas les quartiers de Ah Boaké. non, parce qu'il faut un quartier, il faut une quartier, ville là. où on a le coût du Gonfreville. terrain. Gonfreville, c'est un quartier de Boaké, non? Oui. Ok. Maintenant, prenons un terrain de 1000 m². On peut l'avoir combien avec ACD? À Boaké? Ouais. Bon, allons sur la base de... En fait, c'est ça. 5. Ou bien, C'est ce genre d'estimation là qu'on prenons doit une faire. ville que vous maîtrisez pour notre exemple. Donc, Yamsokro alors. Yamsokro, si vous Yamsokro. voulez. Quartier. Aussi, voici encore un problème. Les quartiers de Yamsokro. Oui, parce qu'à Yamsokro, les quartiers, en fonction des quartiers, ils n'ont pas les mêmes prix. Si on prend un terrain de 1000 m². On est d'accord. On va dire les quartiers non loin de l'hôtel présidentiel. Les présidentiels, ça c'est quartier millionnaire. Ok, quartier millionnaire. Quartier millionnaire, il fallait chercher autour de 100 à 120 000 francs, voire plus en termes de mètres carrés. Wow. Oui, non, 100 000 c'est petit. Il fallait chercher autour de 150 000 et plus en termes de mètres carrés. Donc, 1000 m², on est minima 150 millions. D'accord. Ok. On est d'accord là, pour un terrain de 1000 m². À raison de 150 000 francs le mètre carré. Oui. C'est le terrain, ça c'est le terrain seulement. Ça, Donc, c'est le terrain seulement. Voilà. Donc, on est en train de bâtir notre tableau de bord. Hein? Oui. Ouais, pour ceux qui m'ont su, vous pouvez prendre une feuille. Donc, on a le terrain de 1000 m², donc 150 millions. On va se renseigner dans la zone, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'il faut soit visiter ou faire visiter le site pour avoir une idée de l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a autour? Est-ce qu'il y a des maisons basses? Qu'est-ce qu'il y a des duplex? Est-ce qu'il y a des immeubles? Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette zone qui soit rentable? Donc on va aller, je vais dire millionnaire, on va aller sur des duplex. Il faut se renseigner dans l'environnement encore autour pour savoir les duplex se louent à combien? Les 4 pièces se louent à combien? Les 5 pièces se louent à combien? En fait, c'est toute une enquête avant de démarrer son projet. Parce qu'on ne démarre pas un projet de mini-cité comme ça parce que tu as l'argent ou bien... Si c'est ton propre terrain, là tu n'as pas le choix, le terrain il est déjà là, c'est pour toi, tu démarres dessus. Mais ça veut dire que déjà en termes de coût du terrain, c'est minimisé. Si ce n'est pas ton terrain que tu dois acheter, il faut vraiment mener cette petite enquête-là. Donc on a notre terrain de 1000 m² au quartier millionnaire, Yamsokro, 150 millions. Les frais de notaire, 10%, ça nous fait 15 millions. Donc il y a une première case qui va enregistrer le coût du terrain et les frais liés. Le permis de construire, si on veut faire par exemple 1000 m², Yamsokro, c'est un quartier chic, il faut aller au moins sur 250 m². Donc ça va nous faire 4 villas duplex. Donc on va interroger un architecte pour dire, bon, je veux réaliser 4 villas duplex, peut-être 4 pièces ou bien 5 pièces à Yamsokro. Le permis peut me coûter combien sur un terrain de 1000 m²? Tu as un ami architecte, il va te donner une idée. Oui. Après ça, vous voyez qu'on va morceler ça en 4. Oui. Donc ça veut dire qu'à la fin, si c'est destiné à 100% à la vente, on aura 4 clients. Et les 4 clients, chacun doit avoir son CMPF, certificat de morcellement de la propriété foncière, communément appelé ACD individuel. C'est ça. Voilà. À chaque client, vous devez lui donner un ACD individuel. Donc, le notaire, l'architecte va vous donner, c'est le notaire, là maintenant on s'adresse au notaire, Oui. pour faire La un procédure. CMPF, ça peut faire combien? Il va vous donner le coût, il y a sa colonne. Après maintenant, il faut voir dans le quartier, est-ce qu'il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a comment on appelle, l'internet, les fibres optiques. On se renseigne, est-ce qu'on a quelque chose à payer? Parce que des fois, quand vous arrivez dans un nouveau quartier, on vous dit qu'il y a des droits de suite. Vous avez déjà entendu ça, parler de ça, les droits de suite sur l'électricité par exemple. L'électricité est là, mais on dit non, pour pouvoir te connecter, il faut payer les droits de suite à ceux qui ont déjà envoyé. Ouais. Donc tout ça, il faut avoir ces informations pour les mettre dans ton tableau de bord. Parce que si tu les oublies, ça va Ça va te rattraper sur ton bénéfice. Il ne faut pas penser avoir n'importe quoi, 100 millions de bénéfices, tu as oublié plein de petits frais derrière. Donc il faut faire un travail minutieux. Merci. Raison pour laquelle j'ai dit l'immobilier, c'est passionnant, mais en même temps, il faut se former. Si c'est votre première fois de faire une municipalité de grâce, faites-vous accompagner par quelqu'un qui a déjà fait, pas forcément moi, mais quelqu'un qui a déjà fait. Parce que vous voyez que déjà, on est en train de bâtir notre tableau de bord. On n'a pas encore commencé le projet. Hein? Oui. Donc on est à la CIE-CDC. Est-ce qu'il y a des frais? S'il y a des frais, il faut les mettre dans le tableau. Donc on a déjà un premier coût qui va nous sortir ce que j'appelle le terrain et les frais liés au terrain. Maintenant on passe à la deuxième étape du tableau qui est la construction. Pour construire une villa duplex, 4 pièces, quartier millionnaire sur 250 m², en fonction, on voit un constructeur, ça peut tourner combien?
peut nous dire, bon, jusqu'au clé en main, 70 millions, ok, on met le montant. Ça, c'est par villa. Hein? Oui, 70 par villa. Voilà, par villa. Et après, par expérience, il y a une colonne que j'ai créée aussi. J'appelle ça les frais généraux. On entend quoi par frais généraux? Voilà, les frais généraux, c'est votre projet à vous. Que vous soyez ici, là, notre projet se déroule à Yamoussoukro. Donc, il va sans dire que vous allez vous déplacer de temps en temps pour aller au chantier sur Yamoussoukro. Oui. Le déplacement, ça génère un coût. Oui. Vous allez appeler le chef chantier, savoir, ça se passe là-bas, ça génère un coût. Ces coûts sont liés directement au projet. Parce que sans ce projet, vous n'allez pas aller à Yamoussoukro. C'est vrai. Même chose pour nos frères de la diaspora. S'ils doivent se déplacer en billet d'avion pour venir, ne serait-ce qu'une fois pour venir voir l'évolution du chantier. Donc, ces coûts, il faut les mettre dans le tableau. Après, il y a la commercialisation. Donc, déjà, je vais essayer de voir. Au niveau du tableau de bord, on va dire c'est l'étude de marché. Merci. On fait l'étude de marché avec le tableau de bord. L'étude de marché sur le plan financier. Sur le plan financier. Voilà. Mais aussi physique, puisqu'on va aller sur le terrain pour voir. Effectivement. Je dis sur le plan financier parce que là, on n'a pas demandé, on n'a pas regardé, je veux dire, dans la demande dans la zone. Est-ce que la demande est forte? Est-ce que la demande est faible? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on sait que dans toutes les grandes villes, on a une pénurie de logements. Voilà, selon les statistiques du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, nous sommes à peu près à 800 000 logements. Donc 400 000 à Abidjan et 400 000 à l'intérieur du pays. Vraiment, il y a une pénurie. Voilà. Donc dans tous les cas, ça va marcher. Mais notre objectif ici, c'est de vendre. C'est ça. C'est de vendre nos villas. Ce n'est pas pour les mettre en location. Parce que aujourd'hui, je suis à ma 12e unicité, ce n'est pas pour les mettre en location. À la rigueur, tu peux laisser une villa, la prochaine une villa, voilà. On dirait que vous n'avez pas trop fatigué entre la location et la vente. Non, la location, pour être honnête avec vous, c'est maintenant que je suis en train de construire des municités destinées à la location. Parce qu'au début, il fallait commencer fort. Il fallait avoir du cash flow. Oui. Voilà. Première municité, j'ai 8 villas, j'ai laissé une villa pour la famille. Deuxième municité, 8 villas, j'ai laissé également une villa pour la famille. Ça fait déjà 2 villas. Aujourd'hui, c'est en location. Mais après, 100% vente, c'est les dernières municités. On entend de maintenant mettre aussi en location. Parce qu'il fallait, comme je l'ai dit, il fallait du cash flow. Oui. Et puis bon, je viens de démissionner. Il faut tenir là-bas, il ne faut pas mettre tout dans la location. Et puis tu es assis là, tu n'as plus de moyens pour continuer. Voilà. Donc, bon, je peux dire, ça a été une grâce, je suis financier. Donc, en termes de gestion financière, bon, j'ai beaucoup à apprendre, mais je connais quand même beaucoup. Voilà. Donc, je me dis, il faut quand même du cash flow pour pouvoir faire tourner la machine. Donc, pour récapituler, on a le terrain. Voilà, le terrain, les frais liés au terrain. Le morcellement, les frais d'architecte pour faire le permis. Après, il y a le morcellement. Le morcellement, il y a les ACD individuels. Après, il y a CIE, CDC. Et après, la deuxième vague, on tombe maintenant à la construction. Oui. Construction, les frais généraux. Après les frais généraux, maintenant, nous sommes à la commercialisation. Commercialisation, vous allez vous adresser peut-être aux agences immobilières agréées. C'est ça. Ou bien aux démarches. La vente, pardon. Voilà, pour vous aider dans la vente. Même si vous devez prendre des commerciaux pour la vente, mais ces commerciaux, il faut les encourager. Il ne faut pas des commissions. C'est ça. Oui. Donc, dans le tableau, dans la colonne commercialisation, il faut prévoir un pourcentage qui est indexé sur le prix de vente. 10%, 5%. Moi, dans mes tableaux, je mets 5%. Ouais. Maintenant, en Côte d'Ivoire, lorsque vous avez un bien immobilier, vous, propriétaire, lorsque vous vendez, l'État vous faisait payer jusqu'au 9 janvier 2025, vous faisait payer 3%. De quoi? La plus-value. Ah, d'accord. Frais de notaire, Ah, propriétaire. Ça n'a rien à voir avec ce que le client va venir payer. Vous, en tant que propriétaire, vous devez payer 3%, comme je l'ai dit, jusqu'au 9 janvier 2025. Depuis le 10 janvier 2025, l'entrée en vigueur de la loi de finances 2025, ce taux est passé à 3,4%. Je pensais que c'était pour dire que ça a été annulé. Bon, peut-être en 2026, ça va être annulé, mais pour le moment, ça a augmenté. Okay. Ça a augmenté de 3 à 3,4%. Ça, c'est une information que beaucoup ignorent, beaucoup de propriétaires ignorent. Comme on le dit, l'une est censée ignorer la loi. Effectivement. Voilà, raison pour laquelle je vous invite à suivre le carré d'acier de l'immobilier C'est pour avoir les dernières informations dans le domaine de l'immobilier. Donc, vous, en tant que propriétaire, vous allez payer 3,4%.
Donc ça, il faut le prévoir. 3,4% du prix de vente. Il faut le prévoir. À côté de ça, lorsque vous construisez, vous en tant que propriétaire, vous devez vous assurer de la qualité de la construction, la bonne exécution de la construction. Donc il y a ce que j'appelle le suivi. Moi j'ai mon Binet, ce qu'on appelle notre Binet maison, M. Hervé Fouchakounan, qui supervise, qui est ingénieur en bâtiment depuis près de 19 ans maintenant, qui supervise toutes nos constructions. Mais à côté, lui c'est un ingénieur en bâtiment, mais à côté de lui, nous avons sur chaque municipalité, sur chaque chantier, nous avons les techniciens supérieurs, les jeunes qui ont fait le BTS, bâtiment, option, voilà. Eux, ils sont là de 7h à 18h pour s'assurer que tout se déroule dans les règles de l'art. Donc, Hervé Foucha, lui, passe régulièrement, surtout au moment critique de la construction, lorsqu'on fait la fondation, lorsqu'on coule la dalle. Il passe régulièrement aussi en semaine, de manière inopinée. Mais le technicien en bâtiment, il est sur le chantier 24 heures sur 24, si on peut le dire ainsi, pour s'assurer que tout se déroule bien. Et toutes les équipes coordonnent. C'est-à-dire, on a un groupe WhatsApp où ils nous font des reportings 2 fois dans la journée, à midi et le soir, sur chaque chantier. Parce que c'est toi qui es le propriétaire, c'est toi qui construis, c'est ton nom. Demain, quand on va venir prendre, on ne va pas dire que c'est tel constructeur. C'est ça, oui. On va dire non, ce sont les ministres de M. Kessé. Moi-même, je comptais demander, après le volet financier et autres, est-ce que vous avez aussi fait une formation de BTP? Non, moi, je n'ai pas fait de formation de BTP. C'est juste, en fait, la formation qu'on a fait à l'Institut INSUM rassemble un peu de tout. C'est ça. Voilà, du BTP, de la fiscalité, commercialisation. C'est une formation que je conseille vivement. Il y a beaucoup d'étudiants que j'ai fait rentrer à l'INSUM. Parce que c'est une formation qui te donne les outils pour être opérationnel. D'accord. Voilà. Donc, comme je le disais, donc il y a une colonne pour le contrôle, pour le suivi, et nous sommes dans l'immobilier. Je dis toujours, il faut prévoir l'imprévu. Parce que dans l'immobilier, on a toujours des imprévus. Toujours. Vous prévoyez tout, mais il faut toujours prévoir l'imprévu. Donc, toutes ces prévisions, les frais de contrôle, là, par exemple, on faisait une mini-cité à Bégerville. On était sur le côté de Anna, on faisait nos mini-cités, et on a eu des terrains vers Aguin, derrière la chefferie d'Aguin, toujours à Bégerville. On commence à faire les fouilles, on voit des jeunes qui débarquent, disent non, ici on doit payer des droits de fouille. Je dis, mais attends, on a notre permis de construire, on a tout, c'est quelle histoire de droit de fouille? On se renseigne, on dit non, là-bas, là, c'est comme ça. Ça n'existe nulle part, mais là-bas, c'est comme ça. Donc, on était obligé de payer. Mais ça, c'est des imprévus. Ce n'était pas prévu dans notre cahier. Mais comme c'est des imprévus, Dieu merci, on avait une colonne imprévue. Mais en même temps, l'enveloppe imprévue, il faut s'arranger pour ne pas dépasser l'enveloppe imprévue. Parce que là, dès que le chantier commence, vous devenez comme un ministère, le ministère des Finances, où il faut surveiller chaque poste. On vous appelle ça. Non, toi-même, de ton bureau, tu surveilles chaque poste pour ne pas que l'enveloppe explose. C'est ça. Tu as prévu, par exemple, 10 millions dans une enveloppe, dans une colonne. Il faut t'arranger à faire moins de 10 millions. Donc, dans cette colonne d'imprévus, les frais, les mairies, le PCC, en fait, tout ce que vous connaissez, qui vont passer, qui vont vous embêter un peu. C'est vrai, on a notre permis. Moi, je ne commence pas un chantier sans la CD, sans le permis de construire. Oui. Mais il faut toujours prévoir des imprévus. Voilà. Donc, à la suite de tout ça, vous allez voir, ça va vous sortir maintenant le coût de revient de votre projet. D'accord. Votre projet coûte combien? Ça. De 150 millions de l'achat du terrain jusqu'à la fin, on peut se retrouver au moins à 3 ou bien 4 fois. Wow. Maintenant, après ça, tu vois le quartier, bon, n'importe quoi. 150 millions divisé par 4, on est à combien? 75 divisé par 2, on est autour de 37 millions 500 par maison. Tous les frais compris, peut-être tu peux te retrouver avec la construction du clé en main, peut-être à 80 millions. Tu regardes le quartier, tu te renseignes, ta petite enquête, tu vois que bon, une villa, tu peux vendre quand même une villa à 140, 150 millions. Tu mets le montant, ça te génère un bénéfice. Et à la fin, ça te génère un taux de rentabilité. Moi, en mini-cité, je conseille toujours d'être autour de 30%. À Abidjan, en tout cas, jusqu'à présent, on est autour de 30%. À l'intérieur, ça peut être un peu moins.
25%, 20%, tolérable, 22, 23, ok. En termes de taux de rentabilité. Oui, oui. Voilà, le taux de rentabilité, pour ceux qui nous suivent, c'est j'ai investi 100 francs. Si c'est 30% de taux de rentabilité, j'ai investi 100 francs, j'ai 30 francs de bénéfice. Moi, comme on le dit, on travaille pour acheter mouton. Pas pour devenir mouton. Quelles sont les différentes options de financement pour un tel projet? Bon, la première option, il faut compter sur ses propres forces. Parce que moi, j'ai pour habitude de dire, si tu commences un projet de mini-cité, il ne faut pas compter sur le client pour dire, bon, quand je vais commencer, ils vont venir. Ouais, tu risques de... Voilà. Donc, avant de démarrer, soit en association, un peu comme après, je l'ai fait avec des amis. Aujourd'hui, nous sommes 6. Nous avons créé la SCI SP Immobilier. L'expert Guillaume Yoboué, que vous connaissez. Faucha Hervé Kounan, notre Bénette Maison. Dame Aïsata Kone Sissoko. Et 2 constructeurs avec votre serviteur. Donc, nous avons mis les finances et nos expertises. On a créé et on décolle. Depuis ma 3e mini-cité, je dis, bon, écoute, c'est vrai, tu as fait la première mini-cité seule, la 2e mini-cité seule, mais l'union faisant la force, vous unir. Donc, l'un des moyens de financement, c'est de vous unir, discuter, créer une société, vous mettez vos forces et vos finances. Okay. Donc, ça, c'est un moyen de financement. Pour les salariés, vous êtes au beurre, vous pouvez prendre un prêt immobilier, adossé à votre salaire. Ouais. Je l'ai fait sur ma première mini-cité. Parce que j'avais fait mes calculs, je devais partir. Je me dis, mais attends, René, qu'est-ce qu'il y a longtemps, tu travailles dans la multinationale quand même. C'est toujours les prêts conso, les prêts rébabatés. Quand ça finit, on prête encore 5 millions, 6 millions. Je dis, non, attends, il faut qu'on fasse quelque chose de potable, voilà, d'intéressant. Donc, j'ai pris un prêt immobilier adossé à mon salaire, puisque j'avais des terrains avec ACD. Donc, c'était facile. Donc, en tant que salarié, si vous avez un terrain avec ACD, vous pouvez solliciter votre banque, prendre un prêt, construire ne serait-ce que 2 maisons. Puis bon, ou soit vous vendez un. Le 1 vendu, ça peut rembourser le prêt. Ou bien vous mettez en location. De sorte que lui qui est à côté, qui est en location, il paye votre loyer chaque mois. J'ai fait une émission où je disais aux salariés, vous pouvez payer 0 francs de loyer. Et c'est possible, je l'ai démontré. C'est simple à démontrer. 0 francs de loyer en tant que salarié. Si je le savais, moi, depuis 5-6 ans de travail, j'allais payer 0 francs de loyer. Avec votre permission, on peut développer ça rapidement. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. Non, mais quand vous commencez 1 an, 2 ans, vous achetez un terrain. Au bout de 2-3 ans de service, vous êtes en CDD ou bien CDI, vous êtes confirmé. Donc quand même, au bout de 2-3 ans, vous allez pouvoir économiser ne serait-ce que 2-3 millions. On est d'accord. 2-3 millions, aujourd'hui, vous ne visez pas le cœur d'Abidjan. Vous visez la banlieue. Dabou, Songon, Azaguié, Yaou, Bounois. Oui. Voilà, dans ces zones, vous pouvez trouver, avec l'équipe même de Yanamon, vous pouvez trouver des terrains à autour de 2-3 millions, sans ACD. Aujourd'hui, il y a l'ADU qui va rentrer en vigueur bientôt. Vous faites votre ADU. Vous lancez votre ACD. Au bout de 1 an, quand même, votre ACD est sorti. Donc, ça vous fait 4 ans de service. Vous avez votre ACD en main. On est d'accord. Avec l'ACD, vous partez à la banque. Ouais, je suis un jeune cadre. J'ai besoin d'un prêt immobilier pour construire ma villa résidentielle. On vous donne, tu fais tes calculs sur 3 maisons basses. Étant donné que vous voyez que les zones qu'on a citées, il ne faut pas rentrer dans les histoires de duplex, non. De 3 maisons basses, des maisons de 2 chambres salon. 2 chambres salon, clé en main, ça doit tourner autour de combien pour ceux qui sont dans le domaine? 15, oui, ça, déjà 15, 17, oui, par là. Voilà. Même si tu réduis la superficie, avec 15 millions, tu peux finir quand même une 3 pièces maison basse. Mais, clé en main. Avant de continuer, on va sur une superficie de combien? Non, bah, tu t'arranges, tu connais le projet qui était en tête. Donc, tu vas sur une superficie minimum de 600 mètres carrés. D'accord, donc on a 600 mètres carrés. Mais à langue. Langue. Voilà, il faut revenir à langue. Parce que tu connais déjà ton projet. Tu as l'information. Pour ceux qui suivent, par exemple, cette émission de Caridas, tu as l'information que c'est pour faire une mini-cité. Oui. Donc, tu choisis un terrain qui est à langue. 600 mètres carrés à langue, ça peut. Mais de préférence 600 mètres carrés. Ne faites pas, les gens ne vont pas vouloir les terrains aussi à côté. Non, si. Mais là, tu achètes. C'est toi qui es le roi. Voilà. Je dis, tu peux acheter un terrain à l'intérieur pour habiter, faire ta mini-cité. OK. Mais ce n'est pas tout le monde.
Bon, en même temps, on va dire, ils n'ont qu'à partager les émissions de carré d'as de l'immobilier. Donc, tu choisis un terrain à l'angle de 600 mètres carrés, 2-3 millions, tu achètes, tu fais ton ACD. Au bout de 4 ans, tu as ton ACD. Tu vas vers ta banque, tu dis, bon, écoute, moi, je veux un prêt immobilier de 50 millions, en fonction de ta quotité, bien sûr. Oui. Voilà. Donc, si tu as le prêt de 50 millions, de 45 millions, automatiquement, tu construis 3 maisons basses. 2 chambres salon, 2 chambres salon, 2 chambres salon. Une maison tient sur 200 mètres carrés. Si tu as un terrain de 600 mètres carrés. Tu rentres dans un, tu vends les 2 autres. Les 2 vendus. Aujourd'hui, une maison de 2 chambres salon dans les villes, dans les communes qu'on vient de citer, tu peux vendre facilement à 25 millions. Oui, 25 millions. Très abordable. Très abordable, ça c'est cadeau, si c'est bien fait. Je veux dire, une maison qui est construite à 15 millions, normalement, même moi je multiplie par 2, donc 30 millions. 30 millions, ça te fait 60 millions. Tu rembourses entièrement la banque. Oui. Là, on est à moins de 5 ans d'expérience. Et maintenant, tu es dans une 3 pièces. Tu viens de commencer, jeune cadre. Tu payes 0 francs de loyer. C'est ça. C'est pas sorcier. C'est vraiment pas sorcier. C'est juste pour avoir l'information. Exactement. La bonne Toujours information. venir à l'information. Voilà, il faut venir au carré d'as de l'immobilier. mais merci encore pour cet exemple-là. Mais là, les 3 villas, c'est une mini-cité que tu viens de réaliser là, Oui. sans t'en rendre compte. Oui, avec 600 mètres carrés, amorcelé en 200. Voilà. Oui. Tu viens de réaliser ta première mini-cité. Chapeau. Aussi facilement. Hein? Mais au début, quand vous avez commencé, vous étiez seul. Effectivement. Comment ça s'est passé cette lutte-là? Non, la lutte était féroce parce que ma première mini-cité, moi je me rappelle, je me promenais dans les quartiers d'Abidjan, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo. Je voyais 4 villas, 6 villas, 8 villas. Donc je voulais me rapprocher des propriétaires pour savoir comment ils ont fait, comment ils vont faire, comment est-ce que... Mais il n'y a personne, comme aujourd'hui, il y a les dîners de l'immobilier où les gens viennent par centaines pour se renseigner. Il n'y a personne. Mais je me rappelle même, je me suis rapproché d'un promoteur. J'étais obligé de me faire passer pour un client. Donc je me suis rapproché des ouvriers. Il dit non, en tout cas, vos maisons me plaisent. Comment on dit non, ça va vendre. Il faut voir le patron. Il dit bon, je suis vraiment intéressé. Est-ce que je peux avoir le numéro du client? Ils m'ont donné, je l'ai appelé. J'ai dit ah bon, vraiment, vos maisons me plaisent. Je veux vous rencontrer. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. On s'est rencontrés. Je lui ai dit, bon, c'est un doyen. Il dit, ah, vraiment, grand frère, j'ai vu vos maisons. Moi, je veux me lancer dedans. Comment vous avez fait? Vraiment, il veut que vous me dites, même si vous travaillez sur votre chantier. Il a dit, ah, en tout cas, c'est bon, vous êtes un jeune, plein de loges. Après, quand je l'appelais, il ne répondait plus. Il ne va pas donner le secret. Voilà. Donc, c'est-à-dire, je me suis lancé à l'eau seul, comme ça. Wow. Voilà, je me dis, et quand j'ai pris le prêt adossé à mon salaire, je me dis, bon, écoute, on prend pour réaliser les 4 premières villas, des 8, puisque ma première ministre c'était 8 villas duplex. Donc j'ai fermé mes yeux, j'ai construit 4 villas. Dans quelle zone déjà? Benjeville, juste à côté de Laurier 21, avant Anna. Si. Voilà, Si. Benjeville Anna, si on peut le dire. Donc j'ai réalisé 4 villas, vraiment au gros œuvre, 100% au gros œuvre. Je me dis, bon, au pire des cas, comme j'avais mon projet, au pire des cas, au moins les 4 là, si je vends 2, pour rembourser la banque, il va me rester 2. Voilà. Là, les 4, c'était sur une superficie de combien? De 280, disons 300 mètres carrés. C'était des terrains de 590 mètres carrés. Donc quand tu divises en 2, ça te fait environ 300 mètres carrés, 300 mètres carrés. Des villas duplex de 5 pièces. Le salon fait 42 mètres carrés. La chambre principale, 28 mètres carrés. Parce qu'on s'est dit, bon, c'est notre première ministre, il faut mettre toutes les chances de son côté, construire quand le client vient. Je me rappelle, il y a un client qui est venu visiter. Il a dit non, la maison est trop bien construite. Que monsieur Kessé est sûr que vous vendez. Il dit non, je vends. Il dit non, lui, il ne croit pas qu'on puisse vendre. Que la maison est trop bien construite, trop bien aérée. Puisque moi, je travaille avec des architectes. Bien aéré, tout et tout. Donc vraiment, il a dit monsieur, c'est à vendre. Donc ça dit, tu as construit bien pour pouvoir bien vendre. Il me dit bon, écoute, c'est ma première ministre, on ne va pas lésiner sur les moyens. Mais après, ça s'est vendu. Dès lors, l'inspiration a commencé. Oui, après ça, maintenant, la deuxième unicité, puisque dans la zone, j'avais plein de terrains dans la zone. Donc après, deuxième unicité, sur 4 terrains également. La troisième, puis bon, après on s'est dit, écoute, on va seul, c'est vrai, mais c'est mieux d'aller en groupe. Oui. Parce que quand tu es seul, pour la majorité des entrepreneurs, nous qui sommes en Afrique, je dis bien, dans le contexte africain, peut-être en Europe, ils ont une autre moyen. Mais en Afrique, entre la caisse de la maison
Et puis la caisse de l'entreprise, étant donné que c'est toi ceux qui a les 2 signatures, des fois quand il y a un problème ici, tu puisses de l'autre côté pour régler. Oui, parce que je me rappelle, dans un mois de novembre 2022, j'ai encaissé sur papier 48 millions par là. Parce que les clients ont payé, tout et tout, mais après quand ils veulent voir dans la comptabilité, il n'y avait pratiquement pas grand-chose. C'est pas les 48 millions. Donc, je me suis dit, mais écoute, on engrange beaucoup de millions, mais il faut bien cadrer. Oui. Si vous êtes nombreux, déjà, tu n'es pas seul à gérer, tu n'as même pas la signature sur le compte, donc déjà, c'est bon. Voilà. Mais à côté de la SCI que nous 6 nous avons créée, chacun a son activité qui continue. Il y a des salariés à l'intérieur, on a des experts. Voilà un peu. Mais quand vous vous lancez comme ça, dans un premier temps, vous avez dépensé combien en général, sans rentrer dans les détails? Bon, déjà, comme j'avais acheté les terrains depuis 2014, mais en même temps, quand c'est votre propre terrain, au moment de faire votre tableau de rentabilité, quand je regarde aujourd'hui, je regarde mon premier tableau de rentabilité, ça n'a rien à voir. Je veux dire, il y a des colonnes que j'avais carrément sautées. Mais je peux dire, la construction, on était autour de 22 millions par villa. CU, en ce moment, il n'y avait pas CU, CDC, on a provisionné. En tout, pour 8 villas, d'abord pour 4 villas, il fallait 650 millions. Donc 8 villas, il faut compter autour de 300 millions en termes de coût de projet. Chapeau, monsieur Kessé. Vous étiez seul, avec le soutien de votre femme. Oui, ça c'est une dame à féliciter. Oui, parce que d'abord, il fallait démarrer ça, et puis il fallait démissionner. Oui, justement. Ouais. Au moment de démissionner, si vous n'avez pas, honnêtement, si vous n'avez pas le secours, bien le soutien de votre partenaire, ce n'est pas la peine de vous lancer. Je tenais à lui dire merci parce qu'il était un grand soutien. Il dit non, chérie, c'est bon, ça va aller. Dans tous les cas, on va pas. Parce que nous-mêmes, déjà, on avait notre propre maison. Dans tous les cas, on a un endroit pour dormir et puis bon, on ne va pas manger gratin. Il sait que ça va aller. Donc, quand tu as des mots d'encouragement comme ça, bon, tu te lances, voilà, ça motive. Ce n'est pas forcément les finances, mais le petit mot qui motive, qui vous donne du carburant. Donc, quand j'ai démissionné, j'étais serein. Je savais que bon, derrière, j'avais un soutien. Et puis quand c'est comme ça, tu es libéré dans la tête, tu as zéro stress, quoi. C'est quelque chose qui nous tue, nous les hommes aussi, c'est le stress des femmes. Oh oui. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce que vous m'avez regardé? Non, j'ai regardé là-bas et puis bon, je me suis dit bon. Effectivement. Désolée. Je ne m'attendais pas à ça. Mais vraiment, c'est encouragé. Et est-ce que madame, elle était en fonction ou Oui, elle est toujours en fonction. Ah, d'accord. Ouais, elle est dans le fond, elle est fonctionnaire. Donc, vous conseillez que dans le couple, un soit entrepreneur et l'autre en fonction, bien les deux en même ça temps? dépend de votre statut actuel. Il ne faudrait pas qu'on dise ça et puis les gens vont divorcer leur femme. Non, mais tout dépend. Même si elle n'est pas fonctionnaire, tout est une question de courage. Voilà. C'est parce que le fait de démissionner, tout ça, il y a forcément l'approvisionnement, mais si la femme ne fait rien à côté, ce sera un peu difficile, je suppose. Chez nous, les Akans, on ne regarde pas trop ce côté. Exactement, c'est l'homme qui donne tout. Un Akan reste un Akan. C'est ça, d'accord. C'est un Agni d'Abengro. Quel conseil donnerez-vous aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans un tel projet? Bon, les entrepreneurs, d'abord, c'est de se former. Okay. De deux, c'est là on parle des mini-cités, donc c'est de sécuriser le foncier sur lequel ils vont construire. Puis c'est de faire un bon tableau de bord. N'inventez pas des chiffres pour vous faire plaisir. Vous allez avoir peut-être un taux de rentabilité de 45%, 50%. Ah ouais, si je lance mon projet, je vais avoir 50% de bénéfices. On ne doit pas se faire plaisir. Allez à l'information, prenez la bonne information. Si vous voyez que le projet n'est pas réaliste, mais il n'est pas rentable, vous laissez tomber. Vous cherchez une autre zone. Vous pouvez commencer à l'intérieur du pays. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent construire forcément à Abidjan. Non? Moi, aujourd'hui, j'ai un projet à l'intérieur du pays avec les maires, mais où on veut couvrir, comme je l'ai dit, il y a 400 000 logements en termes de déficit en Côte d'Ivoire, 400 000 à l'intérieur. L'intérieur aussi a besoin de mini-cités. Voilà. Donc, vous pouvez commencer à l'intérieur. Et puis, bon, un peu, vous revenez à Abidjan. Si vous voulez votre projet devenir Abidjan. Voilà. Donc, de se former, de commencer à l'intérieur. Oui. En termes de financement, on n'avait pas fini, mais il y a le financement, comme j'ai dit, la SCI, de se rapprocher des banques. Ok. Voilà.
pense que sur ce plan, financement va revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup qui veulent passer par des financements. Donc, en fait, c'est de se former, commencer avec un petit budget. Et puis, si seul tu ne peux pas soulever, vous vous associez. Quelqu'un a intérêt, vous avez un peu de finances, vous avez la connaissance, vous vous associez, vous démarrez. Ok. Ouais. D'accord. Mais c'est vrai qu'on parlait pour un début, mais aussi, je veux me lancer. Quels sont les différents critères pour un choix? C'est vrai, au début, vous avez parlé un tout petit peu de ça, mais pour un choix d'une zone qui peut être attractive, où je ne vais pas, comme on le dit, taper poteau. Non, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, toutes les zones sont attrapides. Moi, j'ai pour habitude de dire tout ce qui se loue peut se vendre. Okay. Aujourd'hui, si vous construisez une maison, que vous avez un locataire, vous approchez de ce locataire, écoute, ma maison, si ça peut t'intéresser, il peut te vendre. Sur 5 locataires, vous allez avoir au moins 2 8. Et vous avez dit on peut partir à l'intérieur. Oui, bien sûr. Bon, est-ce que c'est pas... Bon, vous allez me dire aussi, vous êtes le premier, c'est vous qui devez ouvrir pour que tout le monde puisse venir commencer à faire. C'est ça. Mais je ne veux pas perdre, M. Kissé. Moi, je veux faire pour gagner. Oui, bien sûr. Il faut que le projet soit rentable. Voilà. À l'intérieur, selon vous, quelle zone peut être une bonne zone? Toutes les zones. Toutes les zones. Toutes les zones. Mais j'ai une petite astuce pour choisir quelques villes. Sinon, d'office, toutes les villes où vous pouvez louer, vous pouvez faire une minicité, vous pouvez vendre. Maintenant, il faut choisir les villes dans un premier temps où il y a des universités. Okay. Parce que les universités drainent d'abord des étudiants, ça draine des professeurs, des enseignants, ça draine des chercheurs. Et quand il y a un monde comme ça, ça draine force. L'État est obligé de les sécuriser. Donc, les corps habillés sont là. Les banques, quand il y a du monde comme ça, donc dans un premier temps, vous voyez un peu que là, on vient de faire des critères de choix en termes de ville. De choix. Voilà. Deuxième, ce sont les infrastructures. D'accord. Aujourd'hui, ne voyez pas seulement l'immobilier. Vous voyez les infrastructures routières, les infrastructures touristiques. Donc, les sites où le ministère ou l'État, dans sa globalité, est en train de développer les infrastructures, le tourisme. Par exemple, il y a une ville que beaucoup regardent aujourd'hui, Sassandra. Okay. Si vous partez sur le site du ministère des Tourismes, Sassandra a un projet de village touristique. Ce n'est pas pour rien qu'on a fait la côtière. La côtière quitte depuis Abidjan jusqu'à San Pedro, voire plus. Mais déjà, avec cette côtière, il y a beaucoup d'opportunités immobilières qui s'ouvrent. Donc, il faut avoir l'intelligence immobilière pour savoir que s'il y a la côtière, donc les gens peuvent aujourd'hui quitter Abidjan facilement, puisque c'est Abidjan qui est, d'après quelqu'un, voilà, qui est le numéro 1. Donc les gens peuvent quitter Abidjan facilement pour aller sur la côtière, se reposer, le week-end et puis revenir. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, Sassandra a un projet de village touristique avec plein d'infrastructures qui sont prévues par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Donc quand vous êtes dans l'immobilier, c'est vrai, il faut regarder tout ce qui se passe sur le site du ministère de la Construction, mais il faut voir aussi les autres ministères qui impactent l'immobilier. Oui. Entre autres, le ministère des Infrastructures, de M. Amédée Kouakou. Oui. Voir les routes. Comment ça évolue. Il faut voir le ministère du Tourisme. Il faut voir même à l'intérieur du ministère de la Construction quels sont les sites qui sont choisis. Par exemple, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des sites qui sont choisis pour héberger des logements sociaux. Aussi bien à Abidjan, à l'intérieur, San Pedro, Yamoussoukro. Donc, en fait, c'est une petite enquête en interne. Il faut mener ces enquêtes auprès de ces ministères pour savoir le site, il est où. Et à côté de ces sites, déjà, toi, tu cherches à te positionner en termes d'achat de terrain. Voilà. Pour un projet que tu dois réaliser dans 2-3 ans. Parce que nous, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier en 2025, avoir les résultats en 2025. Non. Moi, mes projets, mes ministres que je dois construire, par exemple, en 2027, j'ai déjà les terrains. Ok. Donc, ce sont des projets à long terme. Merci. Pas forcément long, mais au moins court et moyen terme. Voilà. C'est-à-dire, sur 2-3 ans, tu dois avoir quand même les informations et te positionner. D'accord. Voilà. Pour ça, je pense que Yann Amon est bien indiqué en termes de stratégie de terrain. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est pas à moi de vous apprendre ça. Non, pas forcément à nous, mais à nos internautes. Oui, à nos internautes. C'est de suivre le carré d'as de l'immobilier. Exactement. Donc, il faut déjà te positionner.
en respectant, comme j'ai dit, ces petits critères. S'il y a une université, les infrastructures routières, les infrastructures touristiques, est-ce qu'il y a une route qui passe, qu'est-ce que l'État a prévu, est-ce qu'il y a une usine qui est prévue dans telle ville. Donc, en fonction de tous ces éléments, tu te positionnes en termes d'achat de terrain. Oui, en termes d'achat de terrain. Mais l'achat de terrain aussi, comme c'est pour faire une mini-cité, même si on te présente l'îlot, il y a des endroits à l'intérieur de l'îlot que tu dois choisir. Ouais. Par rapport au plan, comme vous avez dit, à l'angle. Ouais. En fait, pour faire la mini-cité, c'est à l'angle, et puis les terrains qui sont entre deux rues. Là, ça, ce sont les meilleurs choix. Les meilleurs choix. Route devant, route derrière. Ok. Donc déjà, on répète, à l'angle ou entre deux rues. Voilà. Si vous devez choisir. Oui. Mais si c'est déjà votre terrain, si vous êtes entre trois voisins, dans tous les cas, les acheteurs vont trouver la solution. La solution. Voilà. D'accord. Et quels sont les défis à long terme pour la gestion d'une mini-cité? Les défis à long terme, ça dit aujourd'hui, moi je suis en train de rentrer dans une option où mes mini-cités doivent être autonomes. Okay. Sur le plan de l'énergie, à Yamsoko nous avons l'énergie solaire, et sur le plan de l'eau. C'est-à-dire qu'il faudrait maintenant, je veux construire des mini-cités qui soient autonomes. Parce que le soleil, nous, aujourd'hui, il fait chaud, hein? Il fait chaud à Abidjan. À l'intérieur, même là, c'est grave. Je dis, tu vas à Yamsokro, j'y serai la semaine prochaine. Mais quand tu es arrêté, tu ne peux pas tenir. Non, tu ne peux pas tenir. Donc, il y a le soleil. Et Dieu merci, le gouvernement a détaxé certains entrants en termes d'énergie solaire. Donc, ça fait que le coût de l'énergie solaire est devenu moins cher. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Donc, d'abord, il y a les entrants. Et puis, il y a le confort. Aujourd'hui, mes mini-cités, à Yamsoko, je prévois par exemple une piscine, une salle de réunion, un restaurant, une salle de sport, une supérette. Donc tous ces petits éléments pour que ceux qui sont à l'intérieur de ta mini-cité soient à l'aise. Parce que moi je construis en grande partie pour vendre, mais Yamsoko exceptionnellement on l'a construit pour faire du meublé. C'est du 100% meublé. Une mini-cité sécurisée, fermée, 100% meublé. Pourquoi pour le meublé vous avez choisi Yamsoko? Parce qu'on a mené nos enquêtes, Yamsoko, il y a plus de 1000 hôtels là-bas, au Bamo. Mais il y a des week-ends où vous n'avez plus de place. Les gens sont obligés d'aller jusqu'à Toumoudi, remonter un peu partout dans les villes aux alentours. Yamsoko aujourd'hui, Yamsoko par rapport à l'autoroute du Nord, Yamsoko c'est 2-3 heures de route. Mais puis c'est une ville paisible, une ville calme. Voilà. Donc quand tu as fini ta semaine à Abidjan avec tous les bruits, tous les embouteillages, il faut trouver un endroit calme pour se reposer. Yamsokro. Mais j'ai un projet, comme j'ai dit, avec plusieurs communes de la Côte d'Ivoire. Mais déjà, Sassandra, Grand Bérébi. Déjà, je suis positionné vers Assini. Donc, je veux faire quand même du meublé touristique, que j'ai appelé les mini-cités touristiques. Mais à côté des mini-cités touristiques, je prévois aussi, il y a Bengourou. Là, ce n'est pas une mini-cité touristique, mais une mini-cité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres qui ont les moyens, mais qui n'ont pas le temps, ou bien je peux dire les hommes pour pouvoir réaliser des villages chez eux. Voilà. Donc, on s'est dit quoi? On va prendre, c'est une niche, on va prendre ce marché. Je suis très avancé avec certains maires plutôt, où on va construire des mini-cités. 10 unités, 8 unités pour les cadres d'Abidjan. Parce que quand c'est déjà construit, je veux dire, ça ne pose pas de problème à l'achat. Une mini-cité de 10 villas à Korogo ou bien à Boaké, dans un quartier paisible, bien sécurisé, avec l'énergie solaire, où vous avez de l'eau, c'est-à-dire à un cadre de 25, 30, 45 millions, ça ne lui pose aucun problème. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le volet financier. Oui. Oui, les finances. Oui. Comment mettre l'argent? Parce que dans l'immobilier, on engrange, on génère beaucoup d'argent. On manipule beaucoup d'argent. De la manière ça vient, c'est comme ça ça sort. Merci. Donc, parlons de ça. Quels conseils vous pouvez donner? Quelles sont les stratégies? Et comment quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans une construction de mini-cité doit bien faire ses étapes financières pour ne pas trop dépenser à perte, mais trouver l'intelligence parfaite? Bon, en termes d'étapes, on peut dire quoi? Tu peux déjà, première étape, tu peux t'adosser. Si tu es un salarié, t'adosser sur ton salaire pour avoir déjà de l'argent. Mais avant ça, il faut avoir le terrain. Parce que sur ce
argent doit te permettre d'acheter un terrain avec ACD pour lancer, ça tu vas taper poteau, comme on le dit. Tout faire pour avoir d'abord ton terrain. Avec ACD, tu vois la banque, tu construis, un peu comme dans l'exemple qu'on vient de donner avec 0 loyer. Désolé, et s'il a le budget pour un terrain qui n'a pas un ACD? Oui, non, tu achètes, mais là, c'est ton projet. Voilà. C'est sur 2-3 ans, tu dois le réaliser. Voilà. C'est que tu ne vas pas le réaliser maintenant. Donc, n'empêche, il peut avoir de l'argent pour un terrain avec un ACD directement. Directement. C'est possible de le faire. C'est possible, mais c'est plus coûteux. C'est plus coûteux. Voilà. Mais c'est conseillé, dans ce cas, d'aller step by step. Tu achètes un terrain sans ACD, avec tous les contours, les papiers. Toi-même, tu lances ton ACD. Voilà. Tu suis ton ACD au bout d'1 an. Ton ACD sort. Ok. Tu démarres ton premier projet. Même si tu n'es pas salarié, que tu as ton ACD. Aujourd'hui, il y a des banques. Une fois que tu as ton ACD, tu as des clients. Parce qu'il faut avoir des clients pour aller à la banque. Il y a beaucoup d'informations. Certains se disent non, dès que j'ai mon ACD, je vais à la banque, on va te donner l'argent pour construire. C'est pas ça. Non. Non, ça c'est une réalité peut-être d'avant. Mais aujourd'hui, tu as ACD, tu vas à la banque, il y a plein de conditions qu'on va t'opposer. Tu as l'ACD, c'est vrai, mais est-ce que tu as des clients? Si c'est dans le cas d'un achat et de construction-vente, est-ce que tu as des clients? Je connais par exemple une banque qui te demande 3 clients sur 10. Tu dois construire 10 villas. La banque te demande d'avoir au moins 3 clients déjà. Et des clients qui ont fait le rapport initial. Voilà, l'apport initial, signature chez le notaire. Donc ça, c'est déjà un gain. Et puis, il faut avoir des revenus. Est-ce que tu as des revenus locatifs? Est-ce que d'abord, si tu es salarié, ça veut dire que tu as un revenu. Oui. Si tu n'es pas salarié, est-ce que tu as des revenus locatifs? Si tu n'as pas de revenus locatifs, est-ce que tu as des revenus agricoles? EVA, palmier à huile, ce sont des revenus que certaines banques prennent comme des revenus pour se baser, pour te donner un prêt immobilier. D'accord. Vous voyez qu'il y a plusieurs éléments pour pouvoir financer ton investissement de mini-cité. À côté de ça, comme je l'ai dit, quand tu as ton ACD, tu fais ton projet, tu vas avoir une banque. Même si tu es salarié, il y a ce que j'appelle le prêt promoteur, prêt immobilier promoteur, adossé uniquement sur le terrain. Ça, c'est quoi encore? Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est un prêt, même si tu es salarié, qui n'est pas adossé à ton salaire, mais qui est adossé au projet. Comme je l'ai dit, tu es par exemple à Durobité. Bon, Durobité fait la une, donc on va prendre Benjamin. Changeons un peu. On quitte Durobité, on va finir de régler. Dans tous les cas, ça sera réglé. On quitte Durobité, tu as un terrain à Benjaminville, dans une zone habitée, et tu as un projet de mini-cité, de 10 villas. La banque va te demander, est-ce que tu as l'ACD? Oui, j'ai l'ACD. Est-ce que tu as le permis de construire? Oui, j'ai le permis de construire. Est-ce que sur tes 10 villas, tu as des clients? Oui, j'ai 3 clients sur 10. Parce que la banque se dit, non, si déjà avant d'arriver, il a pu avoir 3 clients sur 10, moi si la banque, je l'aide à faire sortir rapidement les 10 villas, c'est sûr, il va avoir les 10 clients sur 10. Oui. Facilement, la banque peut t'accompagner. Voilà. Donc il y a un effort personnel à faire. Il y a certaines personnes qui pensent que bon, j'ai mon ACD, donc je vais à la banque va me donner. Non, la banque va te donner, mais la banque va te demander d'avoir des clients. Parce qu'une banque, me disait un chef d'agence, la banque n'est pas là pour saisir tes villas pour vendre. Voilà, nous, la banque, ne sommes pas un vendeur aux enchères. Voilà. Donc, avant de rentrer, avant que la banque te donne son argent, il y a certains éléments qui doivent coucher. Ton plan de commercialisation, ils vont te demander, tu as 3 clients sur 10, ok, mais quel est le plan de commercialisation que tu as mis sur place pour pouvoir commercialiser tes terrains, tes maisons. Oui. Voilà, parce que tu as 3 clients, maintenant les 7 autres là, si tu n'as pas un bon plan de commercialisation, ça risque de rester. Oui. Donc, il y a toutes ces petites informations qu'il faut avoir avant d'aller voir un banquier. Mais là, avant d'avoir vos 3 clients sur 10, vous faites la vente sur plan. Vous êtes obligé, ou bien vous devez commencer avec vos maigres moyens. Là, vous savez que bon, vous ne pouvez pas finir. Vous avez un projet, vous avez 3 clients avec la banque. Je veux dire, déjà, avant la banque, vous avez 3 clients, il faut commencer. Je veux dire, vous avez commencé quelque chose et puis les 3 clients sont venus. Soit sur plan, bien commencer quelque chose. Aujourd'hui, disait quelqu'un avant-hier, un des responsables d'une banque également, d'aujourd'hui, les banques, les Ivoiriens sont devenus des saint Thomas dans l'immobilier. C'est pas comme nos anciens parents, il y a 20 ans, 30 ans, on te dit, bon, voici un projet immobilier, voilà, ta maison est ici,
on va construire dans 2 ans. On a tous vécu ici. On dit non, tu payes l'apport initial maintenant, mais la première pierre, c'est dans 2 ans. Bon, nos parents n'avaient pas ils n'avaient pas le choix, mais ils souscrivent. Tu attends. Et pendant les 2 ans, tu verses des arts, tu verses un peu quand même. Et après 2 ans, on pose la première pierre. Bon, tu ne sais pas. Si c'est une structure sérieuse, peut-être au bout de 3 ans, 4 ans après, on te livre les maisons. Oui. Bon, il y a beaucoup qui se sont évanouis avec l'argent des souscripteurs. Donc cette histoire d'arnaque, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais aujourd'hui, l'Ivoirien, tant qu'il ne voit pas, je veux dire, ils sont devenus des saint Thomas. Il doit voir d'abord avant de mettre son argent. Ça, il y a eu tellement d'arnaques que les gens... On a été tellement arnaqués. Moi, je me rappelle, il y avait des doyens où je travaillais. Ils sont partis, le siège était au plateau. Ils sont partis, ils ont souscrit. Et puis quand c'est comme ça, ils étaient 2. Donc quand c'est comme ça, ils n'ont pas dit aux autres, non, t'as un catimini là. Non, il y a une truc qui vient d'ouvrir là. Entre midi et 2. Après, c'est eux-mêmes qui nous racontaient. Ils sont partis, ils ont versé l'apport initial, signé, tout. Ils versent. Un bon matin, ils arrivent là-bas, le bureau est vide. Ils demandent au gardien, on dit non, ils ne sont plus ici. Ils sont où? On ne sait pas. Mais vous-même, parce que vous achetez aussi beaucoup de terrain. Oui, on achète beaucoup de terrain. Construire. Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Attends, un investisseur immobilier qui dit on n'a pas doublé dans le terrain, c'est que c'est un menteur. Non, c'est que c'est un menteur. Quand je dis la vérité, c'est que c'est un menteur. On te double, même maintenant, à force, avec l'expérience, tu te mets maintenant une carapace, de sorte que tu as tellement... Des fois, quand j'ai discuté, parce que moi, tout à l'heure, j'ai discuté avec un propriétaire terrien, j'ai été mis en contact avec un démarcheur. Je lui ai dit, moi, je vais voir le propriétaire. Il dit, non, mais ce que c'est, il n'y a pas de problème, c'est moi, je suis en contact direct, le contact direct du propriétaire. J'ai dit, c'est vrai, mais ce n'est pas à toi que j'ai donné mon argent. Oui. Si je dois payer ça des mains du propriétaire. Avant d'arriver ici, j'ai fait la réunion avec le propriétaire. Mais quand j'ai vu le monsieur, déjà même, quand tu vois, tu sais qu'il inspire confiance. Et puis dans la manière de parler, il y a ce que j'ai appris aussi, puisque ma femme, elle est psy, comme on fait psychologue. Donc il y a des gestes, il y a le langage non verbal. Voilà, elle est conseillère d'orientation et inspecteur d'orientation psychologue. Donc il y a du langage non verbal. Quand je discute avec quelqu'un, j'essaie de déceler ces langages non verbal. Tu sais si la personne ment ou si la personne dit la vérité. Il y a des petits tics qui ne mentent pas. La bouche peut mentir, mais le langage corporel ne peut pas mentir. Voilà. Or, moi j'ai dit 80% de mon entretien avec quelqu'un de son langage non verbal. Un jour, j'ai discuté avec un fournisseur de matériaux. J'étais un partenaire, on était parti négocier une ligne budgétaire, une ligne de crédit pour dire, bon, on va te donner 10 millions. Nous, on va prendre des matériaux à hauteur de 10 millions en termes de DMA. Bon, DMA, c'est quoi? Découvert maximum autorisé. Ça, c'est quand j'étais encore salarié. Donc, on aura un DMA de 10 millions, de sorte qu'on ne dépasse pas les 10 millions. On te verse, par exemple, 10 millions. On va prendre des matériaux pour 10 millions. On peut prendre encore des matériaux pour 9 millions. Donc, on voit que là, on a un crédit de 9 millions. Oui. Tout est dit qu'on ne doit pas dépasser 10 millions. On doit toujours rester. Mais quand on cause avec la personne, dès qu'on a fini, mon partenaire a pris sa voiture, il est parti, moi j'ai pris ma voiture, je lui ai envoyé un WhatsApp. Ouais, le gars, il a donné son accord. Hein. Je veux dire, le vendeur, il a donné son accord. Non, il n'y a pas de problème, vraiment, c'est bon. Dès qu'on est sorti, j'ai envoyé un message à mon partenaire pour dire non, son engagement non verbal dit qu'il n'accepte pas. Parce que le monsieur il était gêné, il n'arrivait pas à me fixer. Je lui ai envoyé un message WhatsApp pour dire non, le monsieur, il ne faudrait pas qu'on compte sur lui parce qu'il ne va pas accepter. Tout ce qu'il a dit là, je ne sais pas ce que toi tu as entendu, mais moi ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'accepte pas. Effectivement, il n'a pas accepté. Après, il lui a dit non, toi continue, parce que moi si il continue. En fait, quand il me ment vis-à-vis, je ne peux pas continuer la communication avec toi. Donc il lui a dit bon, continue avec lui et puis après fais-moi le compte rendu. Il a continué, il a dit non, le monsieur, il a dit non, bon, après, non, c'est sa banque, il doit, donc il dit bon, dans tous les cas. Or, devant nous a rassuré, non, il n'y a pas de problème, que lui-même, il est parti visiter nos maisons, il est vraiment, il veut un truc comme ça, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, il y a ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut te doubler, mais quand en tout cas, pour moi, quand il discute avec quelqu'un, je vois un peu si la personne est de bonne foi ou bien de mauvaise foi. Monsieur René, grand investisseur, ils vous ont déjà doublé combien? Waouh, doubler, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. J'ai acheté un terrain en 2009, par exemple. En 2008-2009. Et en 2011, après la crise, ça c'est le propriétaire. Il prend son téléphone et puis il me lance. Il appelle. Je regarde.
On venait de passer la crise. Quand j'ai décoché, Jean, il était surpris. Jean, il priait pour que je meure. Effectivement, il a dit, Jean, quand la personne, tu l'as au téléphone, 2009, 2011, ça faisait 3 ans, on n'avait pas signe de vie, moi j'avais acheté. Il m'a dit, ça va? Ok, c'est bien. Il dit, oui, ça va. Après, il a vendu, tous les problèmes sont venus sur ce terrain. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai acheté mes premiers terrains, avant 2014, oui, mais mes 2 premiers terrains, c'était en 2002. Là, c'était un terrain familial parce que, au village, les parents nous disent, quand tu commences à travailler, il faut avoir ta maison, il faut avoir ton terrain, il faut avoir ta maison, il faut te marier. Voilà. D'accord. Alors, je voulais savoir, vu que vous êtes un investisseur, ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine, vous achetez des terrains pour construire. Est-ce que vous avez un réseau d'apporteurs d'affaires qui vous met sur des pépites, les bons emplacements, les bons endroits pour éviter les arnaques et puis les investissements à perte? Oui, non, en termes de... Quand tu es un investisseur immobilier, tu dois avoir ce qu'on appelle un réseau d'informateurs. Voilà, des démarcheurs clés. Moi, aujourd'hui, il y a des offres qu'on ne met pas sur le réseau. On m'envoie déjà, je regarde si ça m'intéresse. Voilà, je valide. Mais je dis à la personne, mais écoute, attends, envoie-moi tous les éléments, la CD, je vérifie. Si ça m'intéresse, je prends avant même que ça n'atterrisse sur le réseau. Voilà. Puis j'ai des zones aussi où vraiment c'est un ensemble. En fait, c'est l'expérience, comme on le dit. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Vous avez lancé, on l'a dit dès le début, vous êtes l'initiateur de l'événement, les dîners de l'immobilier. Qu'est-ce qu'on apprend au dîner de l'immobilier? En fait, le dîner de l'immobilier, c'est une plateforme en présentiel, qui se déroule en présentiel, où j'ai décidé de partager mon expérience. Parce que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai ma page Facebook, j'ai mon profil sur Facebook, mais tout ça c'est du virtuel. Voilà, donc je me dis, nous sommes dans l'immobilier, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Donc il faudrait que j'organise une activité où 2 ou 3 fois dans l'année, quand même, je puisse être présent physiquement et avec les gens partager mon expérience. Donc voici d'où est né les dîners de l'immobilier. Donc aujourd'hui, essentiellement, les dîners de l'immobilier, c'est pour partager mon expérience de ministre, un peu comme ce que je viens de faire ici. Et aussi, nous sommes accompagnés par une banque, je peux dire le nom? Bien sûr. Et aussi, nous sommes accompagnés par une banque, la BACI, la banque de l'habitat de Côte d'Ivoire, la banque que le gouvernement ivoirien a décidé de confier le financement de l'immobilier, des logements sociaux. Aujourd'hui, la BACI a été reformée, vraiment recapitalisée. Donc, la banque nous accompagne. Donc, la banque aussi elle est présente lors des dîners de l'immobilier pour donner la vraie information en termes de financement. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de bruit de couloir en termes de financement de l'immobilier. Il y a certains qui vont se dire non, les banques ne financent pas. Je vous assure, il y a des agences. J'ai discuté avec un chef d'agence qui dit qu'il avait 17 milliards de crédits immobiliers promoteurs à faire par mois. Par mois? Ça, c'est son objectif mensuel. 17 milliards. 17 milliards. Donc, il devait trouver des clients. OK. Donc, vous voyez que ça veut dire que les banques ont de l'argent. Aujourd'hui, il y a plusieurs banques qui ont créé soit des directions de l'immobilier, ce qui n'existait pas il y a 20 ans, des départements de l'immobilier. Il y a beaucoup même, avant c'était des départements des services, mais aujourd'hui c'est devenu des directions. Parce qu'ils ont vu qu'il faut prendre l'immobilier à bras le corps. Non seulement l'immobilier des salariés et les prêts salariés, mais aussi les prêts promoteurs. Et aujourd'hui, la BACI est bien positionnée pour nous accompagner, qui nous accompagne aussi sur les dîners de l'immobilier. Donc, pour faire simple, les dîners de l'immobilier, c'est une plateforme pour se voir physiquement, partager notre expérience, partager nos vécus, avoir la bonne information, créer un réseau des hommes et des femmes d'affaires de l'immobilier. Et aussi, comme son nom l'indique, on finit toujours par un bon dîner. Toujours. Vous êtes à laquelle édition? Oui, le samedi dernier, c'était le 22 février 2025, c'est la 10e édition. La 11e édition est prévue pour le 31 mai. Samedi 31 mai 2025. À Abidjan? Non, cette fois-ci, on va pas faire ça à Abidjan. On vise une grande ville de l'intérieur.
Ça reste une surprise. Voilà, c'est la surprise. C'est très intéressant, mais aussi, est-ce qu'à l'intérieur de tous vos réseaux, est-ce que vous avez des filleuls qui sortent aussi gagnants dans l'investissement des mini-cités? Non seulement j'ai des filleuls de la Côte d'Ivoire, j'ai des filleuls de l'Afrique, j'ai des filleuls, beaucoup de filleuls même de la diaspora. Parce que j'oubliais, je suis aussi, j'aime pas le mot coach, formateur. Voilà, je suis aussi formateur dans le programme Back to Africa de Philippe Simo, depuis 3 ans maintenant. Cette année, il y a 96 étudiants où nous nous retrouvons tous les lundis, 19h GMT, c'est-à-dire 20h heure de Paris, jusqu'à 21h GMT, 22h heure de Paris, sur Zoom, où je fais la formation sur les mini-cités. Donc il y a beaucoup de gars de la diaspora qui reviennent, pas physiquement, mais qui se font pour venir faire des mini-cités. Il y a aussi des Africains qui me suivent sur mes 2 chaînes, YouTube et Facebook. Par exemple, j'ai un Béninois. Il n'est jamais venu au dîner de l'immobilier. Il a réalisé une mini-cité au Bénin de 4 villas duplex. Et il m'appelle, il me dit, monsieur Kessé, j'ai suivi vos vidéos. Ça m'a permis de réaliser ma première mini-cité au Bénin. Il travaille en RDC. Il a réalisé sa première mini-cité au Bénin. Et l'ouverture, c'est en juin, clé en main. En juin 2025, donc il m'invite. Ça, je ne peux pas dire mon étudiant, ou bien en tout cas, il me suit seulement sur les réseaux. Donc voilà, mais ceux qui viennent, je dis, 2e, 3e édition des dîners de l'immobilier, il y en a plein qui réalisent. Parce que quand tu viens au dîner de l'immobilier, ça veut dire que tu as déjà le projet, ou bien tu as déjà le terrain, soit tu dois te lancer, ou bien tu as envie de te lancer, mais il te manque quelques mécanismes. Donc quand tu viens, puis après chaque dîner, nous créons un groupe WhatsApp. Généralement, nous sommes autour de 100 personnes. On crée un groupe WhatsApp, les 100 personnes sont à l'intérieur et la formation continue. Donc si tu as une question, tu la poses dans le groupe, soit dans le groupe, on a du tout. On a des notaires. Une fois même, il y avait une juge. Je dis, madame la juge, elle dit non. Si là, on n'est pas juge. Il y a des directeurs généraux. Vraiment, il y a beaucoup qui sont dans le groupe. Donc, quand tu poses une question, comme je dis, il y a des notaires, il y a des comment on appelle, leur nom m'échappe. C'est ici qui me revient, leur nouveau nom là. Magistrat et autres. Non. Bon, les huissiers, pour faire simple. Chaque huissier, votre nouveau nom là m'échappe, c'est trop compliqué. Donc il y a des huissiers, il y a des notaires, il y a un peu de tout, des juristes qui sont à l'intérieur. Donc quelqu'un peut répondre. Même il y a des gens qui travaillent au ministère de la Construction qui sont dans certains groupes. Donc lorsque tu poses une question, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Donc si quelqu'un ne répond pas, moi je suis obligé de répondre. Mais pour les débutants, quand vous parlez de millions, 10 millions, 30 millions, 60 millions, 100 millions pour construire, est-ce que ça ne fait pas fuir les gens? Non, si vous ne pouvez pas seul, comme je l'ai dit, vous vous réunissez. Voilà, parce qu'une mini-cité, vous voyez le tableau qu'on a bâti, à la fin, ça ne va pas te sortir 20 millions, 30 millions. Ça va sortir des centaines de millions. Donc vous vous réunissez, chacun peut apporter un peu. 5 millions, 10 millions, 15 millions. Vous vous réunissez dans un cadre bien légal et puis vous commencez. C'est plus intéressant lorsque vous êtes nombreux même. Je ne dis pas nombreux, mais au moins de 10 personnes. Vous vous réunissez avec un cahier de charges clair, un règlement intérieur clair, une société qui est constituée en bonne et due forme. Vous voyez un notaire, vous créez votre société. En fait, lorsque on veut créer ce genre de groupe, il y a toujours des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que leurs camarades. C'est ce qui casse les groupes. Or, si dès le départ, vous avez mis toutes les conditions, comment on rentre dans le groupe, comment on sort pour celui qui veut sortir en cours de route, tout est prévu. Le calcul du bénéfice, à quel moment vous allez calculer, vous allez repartir votre bénéfice, à quel moment. Quand c'est clair, le gars vient, il regarde les conditions, ça l'intéresse, il rentre dedans. Mais quand c'est pas clair, ou bien entre amis, non, on est des amis, et puis c'est pas écrit, ça c'est dangereux. Je déconseille ça même. On est amis, non, tu es mon ami, hein, puis bon, on commence. Après, maintenant, ça devient compliqué. Oui. D'accord. Moi, je voulais savoir, le concept de mini-cité, ça vient d'où? De la Côte d'Ivoire? On a vu ça où? Et puis,
On a un boom. Un boom de mini-cités. Ah, ben, ça vient de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Oui, moi, je ne sais pas, j'ai pris ça en Côte d'Ivoire ici. Parce que moi, franchement, l'année dernière, vers Faya, Abata, oui. C'est aligné. Aligné, effectivement, vers Ephrata. Exactement. J'étais choquée. 5 villas, 6 villas. Oui, mais là, c'est bon. Allons-y vers Riviera Golf. Il y en a là-bas aussi? Oui, quand tu prends le rond-point de Mel Théodore pour descendre, pour aller vers Asec Mimosa. Ah oui. Oui. Oui, il y en a plein. Ok. À gauche comme à droite, il y en a. Et est-ce que vous avez déjà pensé aller dans les autres pays pour implanter Oui, oui. Ah bon? Ah oui. Comme je dis, je forme les gens de la diaspora. Okay. Donc, au niveau de la diaspora, on a du tout. On a des Sud-Africains, on a des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens, Sénégalais, RDC. On a vraiment du tout. Mais je veux dire, l'avantage, c'est que nous avons, nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes en thème, bon, je vais prendre le top 3. La Côte d'Ivoire se retrouve dans le top 3 des destinations de la diaspora africaine aujourd'hui, en termes d'investissement immobilier. Oui, non, ça a salué, mais ce n'est pas fortuit parce qu'il y a eu du travail qui a été fait. Ça. Donc, quand ils regardent le travail fait, les infrastructures, on se dit quand même, oui, sinon, j'ai un projet, plusieurs. Aujourd'hui, je connais la législation sur le foncier au Bénin. Là, le lundi prochain, aujourd'hui nous sommes, voilà, bon, je vais dire le lundi prochain. Là, le lundi prochain, le thème, c'est la législation sur l'immobilier et le foncier au Ghana. Ok. Voilà. Et quand le thème est lancé comme ça, on sait qu'on doit donner ça, on doit le faire tel lundi. Bon, avec le réseau de Philippe Simo en termes de diaspora, donc il y a des gens qui sont au Ghana, qui nous donnent les informations. Voici un peu les villes où tu peux faire de l'achat-revente. Oui, parce que quand tu es un investisseur immobilier, au début, tu peux commencer avec les mini-cités, mais en tant qu'investisseur immobilier, il faut voir aussi d'autres horizons. L'achat-revente de terrain. Aujourd'hui, la diaspora, ce concept pris à cœur par la diaspora. Donc, quelles sont les villes où tu peux faire de l'achat-revente, le top 5 des villes au Ghana où tu peux faire de l'achat-revente avec 50, 100% dans 3 ans, dans 5 ans. Donc, toutes ces questions, on les prépare. On a déjà fait pour le Sénégal, on a déjà fait pour la Guinée-Conakry, on a fait pour le Bénin, on a fait pour le Cameroun, donc on va le faire pour le Ghana. Et il y a d'autres pays, il y a la RDC. Ça, c'est dans le cadre de la formation Back to Africa. Okay. Donc, avec tout ça, moi, en tant que formateur, je vais dire que c'est un échange avec les étudiants. Donc, ça me permet d'avoir la législation dans ces pays, de sorte à avoir, OK, on peut facilement lancer une mini-cité. Il y a des villes, il y a des pays, par exemple, quand vous êtes non nationaux, vous ne pouvez pas acheter le terrain urbain. Okay. Il faut une dérogation du Premier ministre. Exactement. Quand j'ai appris ça, j'ai attrapé ma tête, j'ai dit, waouh. C'est bon. Bon, mais attends, il faut se développer. Les États-Unis se sont ouverts, on s'ouvre et puis on se développe. Bien sûr, en encadrant. C'est ça, exactement. Vraiment en encadrant. En encadrant, oui. D'accord. Alors, M. Kessé, nous sommes pratiquement à la fin. C'était tellement édifiant qu'on n'a pas vu le temps passer. Oui. Quel est votre dernier mot sur les mini-cités? Comment réussir son projet de mini-cité? Votre dernier mot. Pour le dernier mot sur les mini-cités, je vais inviter à ceux qui nous suivent de ne pas avoir peur de l'immobilier. Voilà, de s'armer de courage, parce que l'une des choses, c'est le courage. Il y a certains qui prennent beaucoup d'informations et puis ne passent pas à l'action. Si tu prends l'information que tu ne passes pas à l'action, c'est zéro. Tu prends l'information, tu te formes, mais passe à l'action. Donc c'est de passer à l'action, de se former et puis passer à l'action. Où ton argent arrive, tu as 2 millions, 3 millions, tu ne peux pas acheter un terrain avec ACD. Commence avec un terrain sans ACD. Dans une zone, il y a certains qui veulent réaliser leur mini-cité choix chez eux. Quand tu es un investisseur, tu n'as pas le choix, il veut dire le choix, c'est pas ici me plaît, ici ne me plaît pas, non. Où qui est rentable, où tu peux faire ton affaire, puis tu avances. Donc c'est de passer à l'action, de se former, et puis de bâtir, pour ceux qui veulent réaliser des mini-cités, de bâtir leur table de bord d'abord. Les informations qu'on a dit dans cette masterclass, je pense que ces informations peuvent les aider à bâtir un bon tableau de bord. Prends une feuille, tu écris, puis tu fais tes calculs. Ça va te donner quand même quelque chose avant de te lancer. Voilà. Maintenant, si seul tu ne peux pas, unissez-vous et puis allez. Voilà.
Voilà un peu ce que je peux dire à tous ceux qui nous suivent. Vraiment. Bon, merci encore, bon, c'est moi qui remercie le Caritas de l'immobilier d'être passé ici et de nous avoir donné toutes ces informations. Je pense que c'est votre maison. Oui, on va vous faire appel encore très bientôt sur d'autres thématiques, bien sûr, parce que vous êtes aussi coach ou bien conseiller en investissement immobilier. Conseiller en investissement immobilier. On donne des conseils. Voilà. C'est que donc le conseil, il ne veut pas suivre. Et est-ce qu'à la fin de chaque formation, vous délivrez un certificat ou une attestation de participation? Oui, avec Back to Africa, oui, il y a une attestation de participation. Okay. Au dîner de l'immobilier, on a les attestations de participation également. Ok, c'est intéressant. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre échange avec M. René Kessé, que nous avons pris plaisir d'écouter durant ces 1 heure. C'était vraiment très édifiant. On vous dit à très bientôt et on vous demande de rester connectés pour la suite parce que le Caritas immobilier, c'est l'immobilier expliqué simplement par des experts. Donc, à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.